Oui, oui. Chers collègues, la séance est ouverte. Mes chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et président d'honneur de la Fondation Res Publica. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête et d'être venu aujourd'hui pour partager avec vous votre expérience, votre connaissance du fonctionnement de l'État, des relations internationales, et aussi votre longue et riche carrière politique qui a commencé, rappelons-le, au début des années 1970, à l'époque, un monde polarisé entre, évidemment, la sphère des États-Unis et la sphère de l'Union soviétique. Votre parcours personnel, votre parcours d'homme engagé, votre parcours intellectuel, votre parcours militant est marqué par la défense de la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, on peut le dire, une résistance, de manière générale, aux différents intérêts, aux différentes doctrines qui peuvent influencer les peuples et les nations. Et donc, évidemment, votre parcours peut particulièrement intéresser nos travaux qui s'intéressent aux réalités, aux tentatives d'ingérence des puissances étrangères sur notre démocratie, sur
nos intérêts économiques, sur les relais d'opinion, sur le monde académique et scientifique, bref, sur toutes les sphères qui sont susceptibles d'influencer à mauvais escient nos concitoyens ou les décisions qui les concernent. Vous avez eu différentes responsabilités à très haut niveau dans des ministères régaliens, dans les gouvernements de messieurs Mauroy, Fabius, Rocard et Jospin. Vous avez été aussi, et c'est aussi ce qui a conduit à la demande d'audition de ce jour, de 2012 à 2021, représentant spécial de la France pour la Russie. Et justement, notre commission, suite à un certain nombre d'autres témoignages, souhaiterait avoir des précisions sur cette fonction, fonction qui, vous nous direz si c'est lié d'ailleurs, aurait pu aboutir au fait que vous avez été distingué par le Vladimir Poutine lui-même en 2017 par la plus haute distinction du pays, mais vous aurez l'occasion, j'en suis sûr, de revenir sur cet épisode. Cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Cette audition est évidemment ouverte à la presse. Je vous propose, Monsieur le Ministre, que vous puissiez prendre la parole pour une intervention liminaire d'une quinzaine de minutes pour faire le point sur les réflexions que vous inspire cette commission, votre vision de ces tentatives et de ces réalités d'ingérence. Puis nous poursuivrons nos échanges par les questions de votre serviteur, par les questions de Madame la rapporteure Constance Le Grip et par les questions des commissaires présents. Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par notre commission d'enquête doivent prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, dire la vérité, pardon, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous invite à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie et vous avez la parole, Monsieur le Ministre, pour une quinzaine de minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteuse, Mesdames, Messieurs les parlementaires. C'est bien volontiers que je me suis rendu à votre invitation pour éclairer les travaux de votre commission sur les deux points que vous m'avez soumis. Je retrouve, voilà, appréciation de M. Chevènement sur l'évolution de l'attitude de la Russie vis-à-vis de la France et de l'Union européenne, et sur les ingérences réelles ou potentielles de ce pays dans notre vie politique, médiatique, économique. Et en second lieu, retour sur l'activité de M. Chevènement en tant que représentant spécial de la France pour la Russie, 2012-2021. En réalité, j'ai cessé mes déplacements en 2020 pour des raisons de santé, mais également parce que la relation était très difficile étant donné l'épidémie de Covid entre la Russie et l'Europe. Sur le premier point, je vais essayer d'être synthétique. La chute de l'URSS est à coup sûr un événement tout à fait considérable, aussi considérable au XXe siècle qu'avait été le surgissement de l'Union soviétique en 1922. Sa chute en 1991 clôt ce qu'on pourrait appeler le siècle soviétique. J'ai connu d'assez près un certain nombre de dirigeants, comme M. Gorbatchev par exemple, dans la dernière partie de la vie de l'Union soviétique. Il était venu à Paris en 1985. Je me suis rendu moi-même comme ministre de la Défense à son invitation en URSS en 1989. Donc j'ai pu voir ce qu'était l'état de l'URSS dans les dernières années de sa vie. Ensuite, la chute de l'Union soviétique a introduit une ère de relatif désordre, il faut bien le dire. Le PIB
de la Russie a chuté de moitié dans la décennie 1990, je rappelle que la disparition de l'Union soviétique fait suite à un décret commun, une décision commune que prennent Boris Yeltsin, président de la Russie, Leonid Kravchuk, qui est à l'époque le président de l'Ukraine, et le président de la Biélorussie, M. Chouchevitch. C'est cette triple décision qui engage finalement le destin des 15 républiques soviétiques et qui crée quelque chose qu'on appelle la communauté des États indépendants. La décennie 90 se clôt dans un relatif chaos. Le rouble est dévalué. Le président Yeltsin nomme à la suite plusieurs premiers ministres dont il n'est pas content puisqu'il s'en sépare. Et il fait appel en 1999 à un inconnu, Vladimir Poutine, qui, l'année suivante, va être élu président suite à la démission de Boris Yeltsin pour l'an 2000. C'est le cadeau que Boris Yeltsin fait, si je puis dire, à la Russie. Et les relations avec la France et l'Europe, à l'époque, sont plutôt cordiales. Il faut prendre conscience que, à cette époque, un certain nombre de responsables de l'économie russe se sont appropriés des richesses considérables dans le domaine minéral, dans le domaine industriel. On a assisté à la naissance de ce qu'on a appelé par la suite les oligarques. Mais au niveau des relations d'État à État, les choses se passaient sans grande difficulté. On peut dire que tous les présidents de la Ve République se sont efforcés d'avoir des rapports plutôt cordiaux avec les dirigeants russes. C'était le cas de François Mitterrand avec Mikhaïl Gorbatchev. Ce fut le cas de Jacques Chirac, son successeur, avec Boris Yeltsin, puis ensuite Vladimir Poutine. Ce fut le cas de, quoi qu'on ait pu en dire, de M. Sarkozy avec M. Poutine, puisqu'ils ont réussi à se mettre d'accord sur un dossier difficile qui était celui de la Géorgie, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et comme je vous le montrerai tout à l'heure, François Hollande est quand même à l'origine d'une initiative très constructive, qui est la négociation en format de Normandie, c'est-à-dire avec la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne, dès lors que les affaires se corsaient, si je puis dire, sur le dossier ukrainien. J'y reviendrai dans un instant. Mais les relations avec François Hollande, que j'ai accompagné à Moscou en février 2013, puis celle d'Emmanuel Macron, qui a reçu Vladimir Poutine dès le mois de mai 2017 à Versailles, et qui lui a rendu visite en 2018, puis à plusieurs autres reprises par la suite, me chargeant, comme d'ailleurs son prédécesseur, d'entretenir la relation avec les dirigeants russes, et j'ai été à ce titre porteur de lettres du président de la République au président de la Russie, pour essayer de circonscrire un conflit qui pouvait devenir grave, qui était le conflit ukrainien, qui
qui a éclaté en, on peut dire, 2013-2014. En fait, qui avait des antécédents plus anciens. Mais je vais conclure sur cette première partie, puisque vous m'avez demandé de faire une sorte de fresque de ce qu'était la relation entre la France et la Russie. On peut dire que dans les premières années 2000, je commence avec Poutine, c'était les premières années 2000, ces relations sont excellentes. Poutine offre aux Américains, alors ça dépasse la France, ça concerne tout l'Occident et même la communauté internationale. Poutine offre des bases en Asie centrale contre le régime des talibans. Et les choses ne s'obscurcissent, si je puis dire, que très progressivement. 2003, il y a l'affaire irakienne, mais ça dépasse la relation avec la Russie, puisque la France et l'Allemagne sont également opposées à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Pour moi, les choses commencent à se gâter avec ce qu'on a appelé la révolution orange en Ukraine, en 2003-2004. Mais cette révolution n'est que passagère et on voit que Vladimir Poutine exprime de profondes inquiétudes lors d'une intervention qu'il fait à la conférence sur la sécurité de Munich, la Wehrkunde. En 2007, il y a une intervention de Vladimir Poutine qui met en garde les Occidentaux contre le fait que la frontière de l'OTAN se rapproche dangereusement de la Russie. Et il est vrai que l'élargissement, qui est un élément très important dans la relation entre l'Europe et la Russie, intervient dans ces années-là. La Pologne est admise dans l'OTAN, mais plus encore les pays baltes, puis la Roumanie, de sorte que 9 des anciens pays satellites, qu'on va appeler les PECO, pays de l'Est, pays de l'Europe centrale et orientale, adhèrent à l'OTAN et que naturellement pour les Russes, ce n'est pas vu d'un très bon œil. Les choses se corsent quand au sommet de Bucarest, au sommet de l'OTAN de Bucarest, il est promis, à une date qui n'est pas précisée, mais il est promis aussi bien à l'Ukraine qu'à la Géorgie, une adhésion à l'OTAN. La réaction des Russes est assez vive, mais la France et l'Allemagne interviennent comme modérateurs, si je puis dire, puisque la date n'est pas précisée. C'est un processus qui est mis en marche, mais on ne précise pas son échéance. Mais pour moi, les choses se gâtent vraiment, et le moment tournant est à peu près celui-ci. Le discours de Poutine à la Wehrkunde. En 2008, Medvedev devient président de la Russie et il propose un pacte de sécurité collective, un accord de défense à l'échelle européenne, qui, à ma connaissance, n'a été discuté nulle part au niveau occidental. Tout ça se passe en 2008. Alors j'en viens à l'Europe proprement dite. On ne peut pas dire que l'Europe a une relation suivie avec la Russie, sauf qu'avec l'élargissement, se trouve lancé ce qu'on appelle le partenariat oriental, 2008-2009. Je ne peux pas vous donner la date précise, mais il est facile de la retrouver. Et c'est une troïka de 3 pays, anciennement des PECO, dont le principal est la Pologne, qui sont chargés de cornaquer le dossier du partenariat oriental, qui est une politique visant
a créé des liens plus étroits avec 6 pays qui étaient, si je me souviens bien, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Moldavie, la Biélorussie. Pas la Russie. Mais tous les autres y étaient et des négociations se sont engagées. C'était évidemment l'Ukraine qui était le gros morceau, parce que l'Ukraine est un pays de 45 millions d'habitants et l'Ukraine avait un système de libre-échange, on peut dire, avec la Russie. Il y avait une assez forte intégration de l'économie russe et de l'économie ukrainienne. Et le partenariat oriental a poussé à ce que des relations commerciales plus étroites puissent s'établir entre l'Union européenne et l'Ukraine. Un préaccord a été négocié, des crédits structurels européens ont été promis, et en même temps, les Russes ont fait une contre-proposition, c'est-à-dire un accord entre la Russie et l'Ukraine, reconduisant l'existant, mais comportant également l'allocation de crédits sous forme de remise de prix sur les quantités de gaz que la Russie livrait à l'Ukraine. C'est à ce moment-là, et là je vais en venir à la deuxième partie de ma mission, c'est à ce moment-là que je prends conscience de la tension qui va se créer. J'accompagne M. Jean-Marc Ayrault à Moscou dans le cadre de ce qu'on appelait le séminaire intergouvernemental, c'est-à-dire une réunion autour des 2 premiers ministres, Medvedev, qui entre-temps avait été remplacé comme président par Poutine, et puis M. Ayrault. Et cette rencontre est l'occasion d'une interruption au cours de laquelle M. Medvedev dit à la délégation française qui entourait M. Ayrault, le président Poutine veut voir le Premier ministre français, c'est une affaire trop grave, elle concerne les relations avec l'Ukraine, et il y a une suspension de séance. Je ne suis pas invité dans la salle du Kremlin où se tient M. Poutine, mais on me fera des rapports détaillés de ce qui s'y est dit. Il s'y est dit en gros la chose suivante: là vous touchez à quelque chose d'extrêmement sensible, qui est le statut de l'Ukraine et l'intégration très étroite de l'Ukraine et de la Russie. Ça ne peut pas se passer comme ça, il faut renoncer à ce projet. Et un Conseil européen a été prévu quelques semaines plus tard à Vilnius. Il y a eu l'occasion d'un certain nombre d'échanges auxquels je n'ai pas participé, mais très rapidement, l'opinion ukrainienne s'est manifestée dans la rue. C'était les événements de Maïdan, pour que la proposition européenne soit prise en compte par le gouvernement ukrainien, qui entre-temps y avait renoncé. Le gouvernement ukrainien de M. Yanukovych, un élu du Parti des régions réputé pro-russe, qui était élu pour quelques années, mais son mandat expirait, je crois, quelques années plus tard. En tout cas, ces manifestations ont donné lieu à une certaine répression. Les 3 ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de la Pologne ont cherché une solution de compromis. Un accord a été passé tard dans la soirée. Ils ont repris l'avion le lendemain matin et la Rada, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ukrainienne, a rejeté cet accord. Le président Yanukovych a dû prendre la fuite. Après que son cortège a été pris à partie à Donetsk, où il était en déplacement. Donc les choses ont commencé
à se corser. Et des incidents ont éclaté en Ukraine, de l'Est et du Sud, en particulier à Odessa. C'est à ce moment-là que, dans le cadre de ma mission, le président Hollande m'a chargé de transmettre une lettre au président Poutine pour lui demander de calmer le jeu autant que possible et de faire en sorte que l'élection présidentielle en Ukraine, puisse se tenir à la nouvelle date prévue, qui était le 25 mai 2014. Et il m'a sollicité pour remettre cette lettre au président Poutine, que j'ai donc vu longuement, 2h40. Ça a donné lieu à un échange de vues très nourri, mais je dois dire qu'à ce moment-là, ça se situe en avril, le 5 avril 2014, à ce moment-là, rien n'autorise encore à laisser voir une dégradation de la situation. C'est pendant le cours de l'été. Alors il y a quand même l'annexion de la Crimée, que les Russes appellent le rattachement, et qu'ils fondent sur le fait que la Crimée est russe depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1954, je crois, date à laquelle elle est rattachée par Khrouchtchev à l'Ukraine. Donc il y a ce premier élément. Un deuxième élément très important aussi, c'est l'avion hollandais qui est abattu au-dessus de l'Ukraine, vraisemblablement par un missile manipulé par les éléments rattachistes russes. Toujours est-il que s'ensuit un train de sanctions qui gâte évidemment considérablement l'atmosphère, mais grâce au format de Normandie qui a été mis sur pied à l'occasion du 6 juin 2014, le format de Normandie a permis l'élaboration des accords de Kiev, de Minsk. Et il y en a eu deux à l'été 2014, car les troupes ukrainiennes avaient reçu mandat du nouveau président Porochenko d'intervenir pour ramener l'ordre légal en Ukraine du Sud, mais ils se sont heurtés aux éléments rattachistes, principalement dans les oblasts de Louhansk et de Donetsk. Et l'offensive de l'armée ukrainienne n'a pas été couronnée de succès. Les éléments rattachistes russes l'ont emporté et un premier accord de Minsk a été signé. Très rapidement, il a été remis en cause par la partie ukrainienne qui ne voulait pas entendre parler de leur contenu. Une deuxième offensive a eu lieu, même résultat, l'armée ukrainienne est en défaite, deuxième accord de Minsk, en février 2015. Et ces accords, en gros, prévoyaient un régime de décentralisation poussée pour les oblasts de Donetsk et de Louhansk, et un système de police locale dans ces oblasts, c'est-à-dire ces circonscriptions, en même temps que l'octroi de droits culturels, éducatifs, en particulier l'enseignement du russe, qui avait été suspendu par la Rada en février 2014. Donc ces accords n'ont jamais pu être appliqués, malgré les tentatives permanentes de la France
et même de l'Allemagne, je veux dire, pour que la partie ukrainienne renonce à inverser les termes de l'accord. Les Ukrainiens voulaient récupérer leurs frontières et ensuite seulement procéder à une réforme constitutionnelle, alors que les accords disaient explicitement, et les Russes tenaient évidemment sur cette position, que dans un premier temps, il y aura une réforme constitutionnelle, des élections locales et la récupération, in fine, par l'Ukraine de sa frontière avec la Russie. Le président Macron, élu en 2017, a voulu relancer cette affaire. Il m'a chargé de plusieurs missions en Russie auprès du président Poutine. Et on a cru pouvoir avancer beaucoup plus en 2018-2019. Vous vous souvenez certainement de la visite du président Poutine à Brégançon. Mais les choses se sont un peu perdues dans les sables avec l'épidémie de Covid. Et puis, il faut bien le dire, la résistance de la partie ukrainienne, y compris de M. Zelensky, quand il a été élu comme président d'Ukraine pour succéder au président Poroshenko. Le président Zelensky a fait observer que les accords de Minsk ne mentionnaient pas le sort de la Crimée et considérait qu'ils étaient faits pour ne pas être appliqués. Alors, je ne veux pas rentrer dans les intentions des différentes parties prenantes, mais ma mission s'achève en 2020 pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Je reprends un contact en 2021 avec la partie allemande pour voir ce qu'il est possible de faire au niveau franco-allemand. Mais tout ça se perdra dans les sables et vous connaissez l'issue finale, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Donc, je vous ai fait une description qui répond à votre souhait. Comment est-ce que s'organisent les relations entre la France et la Russie, l'Europe et la Russie? Comment les choses se dégradent très fortement à partir de 2013-2014? Et comment, malgré les relances fréquentes de la part des présidents français et du ministre allemand ou du président allemand Steinmeier, qui a proposé à un moment une simultanéité entre les élections locales en Ukraine et la réforme constitutionnelle. Donc malgré les efforts qui ont été ceux de François Hollande, ceux d'Emmanuel Macron et ceux du président Steinmeier, les choses n'ont pas avancé. Et ce qui était au départ un abcès plus ou moins purulent, mais le niveau de violence avait quand même beaucoup baissé dans un premier temps. Et on pouvait s'estimer satisfait du fait qu'il y avait moins de prisonniers, moins de morts, moins de blessés, et que les choses paraissaient s'arranger dans les années 2017-2018. Comment, en définitive, tout cela a dégénéré par le fait de la décision russe d'intervenir directement sur le sol ukrainien. Alors, vous m'avez demandé aussi mon point de vue, du point de vue de l'ingérence, notion complexe. Vous le savez, pour moi, l'ingérence doit être caractérisée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter le viol de la légalité, par exemple une écoute secrète, ou bien
un fait de corruption qui vise à acheter la partie adverse. En tout cas, pour ma part, je n'ai connaissance d'aucun fait de ce genre. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Bien entendu, je distingue entre ingérence et influence. Tout pays a une politique d'influence. Ou alors, s'il n'en a pas, c'est qu'il n'a pas de politique étrangère. Hein. Et je dirais que, à côté de la Russie, il y a beaucoup d'autres pays plus puissants, mieux organisés, plus riches, qui ne reculent pas devant l'utilisation d'un certain nombre de moyens. Mais je ne développe pas ce point qui est largement connu. Vous avez évoqué l'ordre de l'amitié qui m'a été attribué par la partie russe à l'été 2017. J'ai été saisi par le Quai d'Orsay, qui m'a dit voilà, l'ordre de l'amitié vous est attribué. Elle ne l'était pas qu'à moi. C'est la plus haute distinction accordée à des étrangers par la Russie. Elle l'était à des hommes politiques portugais, espagnols, bulgares, kazakhs, et même, semble-t-il, à des officiers britanniques qui s'étaient illustrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était une distinction que je n'ai pas acceptée spontanément, puisque je me suis enquis auprès des plus hautes autorités de l'État de savoir si je pouvais accepter la remise de cette distinction. J'ai été vivement encouragé. D'ailleurs, la lettre de mission qui suit du ministère des étrangères fait allusion comme un fait positif au fait que j'ai été rendu récipiendaire de cette distinction. Donc, je n'ai pas cru devoir refuser. J'ai pensé que c'était l'intérêt de la France d'avoir de bonnes relations avec les autorités russes, de façon à faire avancer nos affaires dans d'innombrables domaines que je n'ai pas évoqués, parce que je ne peux pas le faire. Je pourrais vous parler des questions économiques, des questions culturelles. Je pourrais évoquer la libération de tel ou tel personnage indûment emprisonné, ou de marins ukrainiens qui avaient été arrêtés en mer d'Azov. Enfin, le nombre de mes interventions est considérable. Je suis intervenu auprès d'un certain nombre de grandes sociétés russes avec lesquelles nous pouvions développer des coopérations, Rostechnologie, Roscosmos, etc., etc. Des coopérations d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, très anciennes, puisque Roscosmos, c'est une coopération dans l'espace qui remonte à 1966. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, Monsieur le Président, Madame la rapporteuse, Messieurs les parlementaires, et je me tiens prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour cet exposé et ces explications. J'aimerais revenir sur votre connaissance et votre expérience des relations entre la France et la Russie et leur évolution dans le temps, dans le point de vue des ingérences. Est-ce que vous avez indiqué, si j'ai bien noté, que vous n'aviez pas noté de faits d'ingérence tels que vous les avez définis, à savoir, si j'ai bien compris, un fait délictueux, contraire à la légalité, ou qui pourrait être l'objet d'une corruption. Néanmoins, si vous n'avez pas relevé d'actes de ce type, est-ce que vous avez noté dans votre connaissance des relations entre la France ou la Russie, ou la connaissance ou ce qu'on pouvait vous en rapporter, j'imagine que dans le cadre de vos fonctions, mais aussi de votre intérêt personnel de votre fondation, vous êtes en contact aussi avec un certain nombre d'experts sur un certain nombre de sujets. La Fondation Res Publica est reconnue, d'ailleurs je crois qu'elle est reconnue publiquement pour la qualité de ses travaux. Est-ce que
parallèlement donc, aux faits délictueux d'ingérence dont vous auriez personnellement connaissance, vous avez quand même observé un changement dans l'attitude de la Russie, le développement d'un certain nombre d'actes hostiles par voie numérique, le développement d'un certain nombre de circuits d'influence ou pas économiques. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être élargir peut-être votre analyse de l'évolution du risque ou de la réalité d'ingérence de la Russie vers la France? Je ne peux pas répondre à des questions qui, pour moi, ne débouchent pas sur des faits concrets que je pourrais rapporter. J'ai été plusieurs fois invité en Union soviétique comme ministre de la Défense, par exemple, mais comme ministre de la Recherche. Je distingue les actions de coopération que nous pouvions avoir dans ce domaine, par exemple l'utilisation des lanceurs Soyouz à la base de Kourou. C'est une action de coopération, ce n'est pas... ça n'a rien à voir avec une ingérence. Alors, on peut dire que certains partis politiques sont réputés pour avoir été proches de l'Union soviétique et du Parti communiste de l'Union soviétique particulièrement, mais c'est un passé lointain et que je ne veux pas ranimer, ça n'a pas de sens. Il y a, j'ai vu qu'on avait interrogé, que vous aviez interrogé M. Mariani sur le dialogue franco-russe, c'est-à-dire une association nombreuse, mais dépourvue de toute audience réelle, et qui tenait une ou deux fois l'an une réunion consacrée à une thématique très générale. S'agissait-il d'une ingérence? Je ne le crois pas. À ce compte, il faudrait interdire toutes les réunions qui sont organisées par l'Institut Carnegie ou telle ou telle fondation allemande, etc., qui se prive nullement d'organiser des séances de travail très instructives en général, auxquelles il m'arrive de me rendre pour le compte de la Fondation Respublica. La Fondation Respublica a aussi une activité. Elle a invité par exemple M. Lavrov en 2006. Et M. Lavrov nous a assuré que la Russie voulait aller dans le sens d'un état de droit. Les actes sont publics. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions, notamment vos fonctions officielles de représentation de l'État français, est-ce que les services de renseignement, le Quai d'Orsay, a pu vous indiquer un certain nombre de bonnes pratiques pour vous prémunir peut-être de risques d'espionnage de la part des Russes quand vous vous rendiez dans ce pays, sur vos téléphones, sur vos matériels informatiques? Et peut-être dans ce cadre-là, est-ce que les services ou l'État français vous a, nos institutions vous ont peut-être prévenu d'un changement d'attitude ou d'une plus grande vigilance à avoir envers la Russie, parce que les outils, le mode d'intervention de la Russie ou du régime russe ou de proxy du régime russe auraient pu évoluer sur la longue période sur laquelle vous avez travaillé avec la Russie et le régime russe? Mais bien entendu, Monsieur le Président, les services du Quai d'Orsay se sont tenus étroitement en liaison avec moi, comme j'en avais moi-même reçu la consigne. Et ma mission a été encadrée par 2 lettres de mission. L'une de 2012, signée par Laurent Fabius, l'autre de 2017, signée par Jean-Yves Le Drian. C'est en particulier, je lis le 2e paragraphe, l'exercice des fonctions de représentant spécial pour la Russie depuis 2012 vous a permis de nouer des relations fructueuses avec des personnalités des sphères dirigeantes comme de la société civile russe et de soutenir le dialogue franco-russe sur plusieurs dossiers stratégiques. En témoigne la décision du président de la Fédération de Russie
de vous décerner l'ordre de l'amitié, la plus haute distinction pouvant être attribuée à l'étranger en reconnaissance de son action en faveur du rapprochement des sociétés et des cultures. Vous voyez que si le Quai d'Orsay intervenait auprès de moi, ce n'était pas pour me décourager, c'était au contraire pour, je lis la phrase, densifier notre relation, en particulier la présence des entreprises françaises dans les régions russes, aider au développement des investissements français en Russie et russes en France. Alors, on peut tout dire, évidemment. Le fait que les chemins de fer russes aient racheté la filiale logistique de Peugeot, Jeffco, est-ce une ingérence? À mon avis, non. Les investissements russes en France n'ont guère dépassé 3 milliards d'euros. Et les investissements français en Russie, selon mes dernières informations, dépassaient 18 milliards. Alors sans doute c'est moins parce qu'il y a un phénomène de désinvestissement des entreprises françaises par rapport aux implantations que vous avez réalisées en Russie. Mais si je vous donne cet ordre de grandeur, c'est pour vous montrer que, au fond, nous étions plutôt accueillants à l'égard des investissements russes qui se manifestaient, qui auraient désiré se manifester. Merci, monsieur le ministre. Dans le cadre de votre fonction, est-ce que vous pourriez nous expliquer soit les raisons objectives, vous avez peut-être commencé à en parler avec le paragraphe de la lettre que vous avez lu, mais j'aimerais mieux comprendre, en tant que président de cette commission, pourquoi est-ce que vous estimez que vous avez été choisi par différents gouvernements. Je vous entends mal, excusez-moi, j'ai un petit problème d'audition. Je vous en prie, excusez-moi, c'est moi qui parle loin du micro. Je voulais comprendre, en tant que président de cette commission, pourquoi, à votre avis, vous avez été choisi par différents gouvernements pour occuper cette fonction de représentant spécial de la France en Russie. J'ai bien noté dans votre exposé liminaire et dans vos réponses l'expérience que vous aviez des échanges institutionnels, de coopération, échanges régaliens, d'États régaliens souverains entre la France et la Russie. Mais au-delà de cette expérience, j'imagine que d'autres ministres qui ont pu occuper des fonctions semblables aux vôtres, même si peu ont occupé plusieurs ministères comme vous, il est vrai. Pourquoi est-ce que vous estimez que vous avez été choisi pour cette mission? Et deuxième question qui est liée à la première, comment expliquez-vous que pour la relation avec la Russie, comme d'autres pays, ceci dit, mais la liste n'est pas nombreuse et se compte sur les doigts d'une main, pourquoi la nécessité de ce représentant spécial et pourquoi est-ce que notre diplomatie traditionnelle, si je puis dire, ne se suffit pas à elle-même sur cette relation-là? Je vous remercie. Bien entendu, mais votre question est tout à fait judicieuse. Je n'étais pas le seul représentant spécial. Il y en a eu 5 ou 6. De mémoire, Madame Martine Aubry était chargée d'être la représentante spéciale pour la Chine, mais elle a été remplacée ultérieurement par M. Raffarin. L'ambassadeur Philippe Faure était le représentant spécial pour le Mexique. Et puis, il y en avait un autre pour l'Inde. Disons que cela faisait partie de la volonté exprimée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Laurent Fabius, d'avoir une diplomatie économique. C'est-à-dire qu'il mettait l'accent sur l'aspect économique, relations industrielles, et souhaitait des ministres qui s'investissent, enfin des ministres, des gens ayant occupé des fonctions de rang ministériel en général, qui s'investissent dans le suivi des affaires. J'avais la réputation de connaître un peu la Russie, je m'y étais rendu, comme je vous l'ai dit, à plusieurs reprises. Et il est apparu au président Hollande
que c'était un bon choix que de me pressentir pour cette relation qui, en 2012, ne comportait aucun caractère sulfureux. Les choses se sont gâtées, comme je vous l'ai expliqué, en 2013 et 2014, 2015 et les années suivantes. Donc, il se trouve que, me trouvant dans ces fonctions, j'ai été amené à intervenir pour la mise sur pied du format de Normandie, pour le suivi des accords de Minsk, toutes choses qui n'étaient pas du tout prévues à l'origine. Merci, Monsieur le ministre. Ma dernière question avant de passer la parole à Madame la rapporteure. Il y a peu d'hommes politiques dont la doctrine et la vie est liée à une doctrine politique qui a un nom, le chevènementisme. On peut, sans esprit partisan ou esprit de polémique, considérer que la défense de la souveraineté nationale et populaire est un axe important, voire décisif, de votre engagement politique et de ce qu'on appelle le chevènementisme. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions ou auparavant, vous n'avez pas été alerté par les risques de dépendance créés entre les différents pays européens et la Russie sur des sujets importants que vous connaissez bien, comme l'énergie, en tant qu'ancien représentant du territoire de Belfort, maire, député, sénateur, vous connaissez parfaitement les enjeux énergétiques, notamment par votre connaissance d'Alstom et de General Electric, et notamment la conception de turbines à gaz. Donc vous connaissez bien le marché gazier. Est-ce que dans le cadre, une fois de plus, de votre engagement politique ou de vos fonctions de représentant spécial de la France en Russie, est-ce que vous avez été alerté ou est-ce que vous avez alerté les autorités sur le risque de dépendance stratégique créé par l'aggravation de la dépendance du continent envers le gaz russe, la construction d'ailleurs, en grande partie au moment où vous étiez représentant spécial, de 2 grands gazoducs entre l'Allemagne et la Russie, mais d'autres contrats aussi énergétiques importants, de l'affirmation, vous l'avez dit, d'un certain nombre d'investissements économiques de la France en Russie, dans des entreprises où l'État est représenté comme Renault. Est-ce que vous avez, donc, pour revenir à ma question, est-ce que vous avez été alerté ou alerté sur cette aggravation de la dépendance qui peut rendre les mesures de rétorsion que nous voulons faire souverainement, plus compliquées du fait de cette dépendance? Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 questions que vous me posez. La première sur Alstom. Il est évident que comme député de Belfort, du territoire de Belfort depuis 1973, j'ai un intérêt particulier pour cette entreprise qui a été longtemps la principale entreprise du territoire de Belfort et qui a une activité assez diversifiée. Une partie d'ailleurs est redevenue américaine, c'est la partie turbine à gaz, mais les turbines Arabelle qui vont avec les réacteurs nucléaires étaient restées sous contrôle français jusqu'à la vente d'Alstom à General Electric, sur laquelle d'ailleurs les autorités françaises sont revenues puisque EDF est en train de racheter ce compartiment, disant que ces turbines Arabelle, qui sont des équipements considérables, qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros chacun, il était intéressant pour la France de les vendre à la Russie ou à des pays clients de la Russie, comme par exemple la Hongrie ou la Turquie, dans la mesure où ça faisait travailler nos usines. Et je considère que c'est tout à fait légitime que je me sois intéressé au développement de notre coopération et au fait surtout qu'elle n'a pas été interrompue, car elle aurait pu l'être. Elle n'a pas été interrompue parce que j'ai fait valoir qu'il y avait un intérêt commun dans ce domaine. Vous avez abordé une deuxième question, celle du gazoduc. Alors il y a 2 gazoducs sous la Baltique. Le premier, Nord Stream 1, mis en route par Gerhard Schröder et inauguré en 2005. Et le Nord Stream 2, qui visait à
presque doublé la capacité de Nord Stream 1, mais qui n'a pas pu entrer en vigueur, en fonctionnement, du fait des événements que vous savez. Alors, la dépendance à l'égard du gaz russe, l'Europe est dépendante de ses approvisionnements énergétiques, qu'ils soient pétroliers, gaziers, et le gaz que nous n'achetons plus à la Russie aujourd'hui, nous l'achetons aux États-Unis ou bien au Qatar. Sommes-nous sûrs que ces dépendances ne sont pas plus graves à certains égards, car rien ne pouvait laisser penser que la Russie allait remettre en cause cette relation. D'ailleurs, je n'ai plus gardé précisément à l'esprit de savoir à l'initiative de qui cette relation a été rompue. Mais toujours est-il que je suis allé en Allemagne en 2021 pour prendre connaissance auprès du gouvernement allemand, et en particulier d'un secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui revenait de Moscou, M. Miguel Berger, des conditions dans lesquelles il pensait pouvoir mettre en route Nord Stream 2. Il y avait une raison climatique, c'est que, naturellement, le gaz est moins polluant que la houille ou le lignite. Donc c'était un aspect intéressant. Et comme les Allemands, à l'époque, nous cherchaient plutôt sur le nucléaire, j'avais proposé qu'ils nous laissent tranquilles sur le nucléaire et sur le mix énergétique, et que nous le laissions faire ce qu'ils estimaient devoir être fait du point de vue de leur intérêt national dans le domaine de leur approvisionnement énergétique extérieur. Comme vous savez, l'Allemagne est sortie du nucléaire et aujourd'hui vit avec des énergies renouvelables mais intermittentes. C'est-à-dire qu'elle doit compenser chaque fois que le soleil ne brille plus ou que le vent tombe, qu'elle doit compenser par des énergies fossiles ou des énergies nucléaires dont elle ne veut pas. Donc c'est un problème. Et j'ai essayé de voir quelle pouvait être la solution. J'ai tout de suite été dépassé par l'emballement qui s'est manifesté, puisque le gazoduc Nord Stream 2 a été saboté. Par qui, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir d'ailleurs. Mais cette relation qui était intéressante. Je me souviens avoir réquisitionné une entreprise américaine, Dresser France, en 1982, quand j'étais ministre de l'Industrie, parce qu'ils ne voulaient pas fournir les compresseurs pour permettre le fonctionnement du gazoduc qui amenait le gaz sibérien d'Urengoy, appelé Urengoy. Et à l'époque, avec l'accord de François Mitterrand, de Claude Chesson, comme quoi ce qui est vérité d'un jour est erreur le lendemain. Merci, Monsieur le Ministre. Je laisse la parole à Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre, vous pouvez éteindre votre micro, parce que moi je peux parler sur votre micro, mais pas Madame la rapporteure. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite effectivement vous poser quelques questions. Je veux revenir sur la décoration de l'ordre de l'amitié qui vous a été remise par le président russe Vladimir Poutine lui-même le 4 novembre 2017. Vous avez déjà eu l'occasion d'évoquer cette remise de décoration. À l'occasion de cette remise de décoration, Vladimir Poutine aurait déclaré, j'ouvre les guillemets, « Votre attitude sincère et cordiale envers la Russie s'exprime par des actions concrètes ». Je ferme les guillemets. Est-ce que vous pourriez revenir devant cette commission d'enquête sur les actions concrètes dont il est fait état, auxquelles Vladimir Poutine fait allusion ?
elles sont nombreuses, madame. Je les ai évoquées en passant. Elles peuvent comporter le soutien à telle implantation d'une firme comme Auchan, par exemple, ou bien j'essaie de donner des exemples précis. Schneider Electric. Ou permettre la libération de telles personnes à nos yeux injustement détenues. Je pense à Oleg Sentsov. Ou encore la facilitation de l'octroi des visas pour les étudiants, pour permettre aux étudiants russes de venir étudier en France. Il y en a 5000, ce n'est pas beaucoup, mais ça se compare avantageusement aux chiffres de beaucoup d'autres pays. Si vous voulez, je peux vous donner d'autres précisions, mais plutôt sur des dossiers que vous m'indiqueriez. Parce qu'il y a peu de dossiers sur lesquels je n'ai pas été actif, à vrai dire. J'ai été très actif pour mettre de l'huile dans les rouages. C'est très très important. Quand j'étais reçu par un ministre russe, l'ambassadeur m'accompagnait. C'était l'occasion pour lui d'avoir un contact avec les autorités du pays. Contact qu'il n'avait pas naturellement, dans certains cas. Ou bien, j'ai évoqué Rosatom, Roscosmos, Rostechnologie, d'autres grands groupes russes avec lesquels nous avons travaillé, des joint ventures. Disons que les exportations de la France, j'essaye de vous donner un chiffre juste. Quand j'ai pris mes fonctions, c'était 7 milliards. Mais ce n'est pas rien, 7 milliards. Quand on pense que notre déficit extérieur global est de 165 milliards, eh bien, des exportations à hauteur de 7 milliards, c'est tout à fait estimable. Et j'aurais aimé pouvoir les développer davantage. Malheureusement, comme vous savez, les sanctions n'ont pas favorisé l'essor des relations commerciales franco-russes. Les sanctions commerciales, les premières, effectivement, qui sont venues très précisément, il faut remettre les choses dans un calendrier, après l'annexion internationalement reconnue comme illégale de la Crimée par la Russie en 2014. Une deuxième question, il est avéré maintenant, c'est très documenté par des ouvrages de chercheurs, d'universitaires, de journalistes d'investigation, par des rapports parlementaires également menés dans plusieurs pays européens, que les agissements de la Russie de Poutine à l'encontre des pays européens, à l'encontre de nos systèmes démocratiques européens, à l'encontre de notre pays, par exemple, très précisément et très concrètement, les agissements de la Russie et d'un certain nombre de ses officines, plus ou moins directement liées au régime du Kremlin contre les intérêts français en Afrique. Et tout cela est extrêmement documenté et montre bien que ces agissements sont tout sauf empreints, et cela certainement dès le début, d'esprit de coopération, de relations mutuellement apaisées, constructives.
clairement, on le sait maintenant, mais on pouvait déjà en avoir, c'était documenté depuis de nombreuses années, les cyberattaques, la guerre informationnelle à travers la manipulation de l'information, la mise en place de médias russes visant à déstabiliser un certain nombre de nos processus démocratiques, la captation d'élites aussi, d'élites politiques notamment, ou d'élites économiques. Tout cela est maintenant très, très documenté et clairement amène à se poser la question, et je ne fais même pas trop longuement allusion aux évolutions extrêmement autoritaires du régime de Vladimir Poutine lui-même. L'assassinat d'Anna Politkovskaya, c'est 2006, des assassinats ou des empoisonnements de opposants russes, y compris sur le territoire de pays européens. Ça a commencé dans ces années-là aussi. Est-ce que tout cela n'amène pas à considérer qu'il y a eu peut-être de votre part, mais d'autres également, de la naïveté vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine? Je récuse absolument, madame, cette version des faits. Je suis très fier d'être intervenu comme je l'ai fait pour éviter une guerre ravageuse en Europe. Et je regrette simplement que des efforts parallèles n'aient pas été faits par certains que je ne veux pas désigner, qui auraient pu permettre de circonscrire un conflit qui, au départ, était limité à 2 circonscriptions du Donbass et qui aurait pu ne pas dégénérer en une grande guerre potentiellement mondiale. Je pense qu'il fallait prendre ses responsabilités. Et pour ma part, je me rattache plutôt à l'école réaliste. Je n'ai jamais pris le président Poutine pour un enfant de cœur. Ce n'était pas mon problème. Je me suis placé dans le cadre de la mission que j'avais reçue. J'ai reçu 2 lettres de mission très détaillées qui m'encouragent à aller dans le sens où je suis allé. Et je regrette naturellement de ne pas avoir connu meilleur succès. Mais une affaire pareille ne dépend pas que de moi. Monsieur le ministre, votre micro, merci. Madame merci. Oui, dernière question. Si je vous comprends, vous signeriez à nouveau l'équivalent de la tribune que vous avez signée il y a quelques années, je crois que c'était après le Brexit, avec un certain nombre de journalistes et d'intellectuels français, je crois Jacques Sapir, Michel Onfray, Natacha Polony, quelques économistes. Une tribune parue dans Challenge qui appelait à refonder l'Europe. Une tribune dans Challenge, et dans laquelle vous avez, avec d'autres, clairement appelé à fonder une nouvelle Europe, et notamment sur le plan, je dirais, de la capacité stratégique de ce que pourrait être cette nouvelle Europe, à ce qu'elle renoue un dialogue avec la Russie, pays européen indispensable pour l'établissement d'une sécurité dont toutes nos nations ont besoin, et définir des politiques ambitieuses et cohérentes de co-développement vis-à-vis de l'Afrique et du Moyen-Orient. Cet appel à une nouvelle Europe qui renouerait le dialogue avec la Russie, vous pourriez être appelé à le renouveler? Je crois que le contexte est évidemment tout à fait différent. Nous sommes non pas en état de guerre, mais en état de conflit avec la Russie sur l'Ukraine. Nos intérêts sont nettement divergents. Je me place dans la ligne qui est celle du gouvernement. Et s'agissant d'une vision à plus long terme, mais alors là, il faut ne pas confondre les échelles de temps, il y a des temporalités différentes. Je pense que ça a toujours été une erreur de vouloir rejeter la Russie vers l'Asie, de la tenir à bout de gaffe et de ne pas chercher à l'associer au destin européen. Sous une forme qui peut être variable. De Gaulle parlait de l'entente
la coopération, l'entente, j'oublie la formule. C'était une formule de 1966. Vous l'avez tous à l'esprit, je pense. En tout cas, c'était le point de vue de De Gaulle, c'était le point de vue de Mitterrand quand il a proposé la création d'une confédération européenne en 1989, si je me souviens bien, qui incluait la Russie. Donc, je rappelais que tous nos présidents ont eu une attitude ouverte vis-à-vis de la Russie, sans exception. Alors, plus ou moins ouverte. Certains avaient une attitude très ouverte, je pense, au président Chirac. Mais, d'une manière générale, la politique de la France a été de ne pas rejeter la Russie, de l'associer au destin européen. Et d'aller dans le sens du courant occidentaliste qui existe dans l'histoire russe depuis Pierre le Grand. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans le système russe, tel qu'on le connaît, je simplifie, un courant occidentaliste et un courant qu'on pourrait qualifier de slavophile ou de eurasiatique. Disons que ce sont deux écoles de pensée différentes et notre intérêt était plutôt d'encourager le courant occidentaliste qui a été celui des grands tsars, d'Alexandre Ier, de Catherine II, de Russie, des gouvernements qui ont suivi la révolution de 1905, de Gorbatchev. On peut même regretter que l'Europe et les États-Unis n'aient pas davantage tendu la main à la Russie dans les années qui ont débouché sur cette décennie assez tragique du point de vue de la Russie. Car elle a perdu la moitié de son PIB, mais je vous laisse imaginer ce que ça signifiait pour des dizaines de millions de salariés, de retraités, de gens pauvres. Ça a été une période très difficile. Et ils ont considéré que le rétablissement de l'État russe, grâce, il faut le dire aussi, au prix du pétrole et du gaz dans les années 2000, a été, évidemment, a eu un effet de contraste par rapport à la période antérieure. Mais pour répondre précisément à votre question, je pense qu'à l'avenir, il faudra, sous une forme à déterminer, associer la Russie au destin démocratique de l'Europe. Avant de passer la parole au commissaire, Monsieur le ministre, j'estime que vous n'avez pas, il me semble, répondu à la première question de Madame la rapporteure. Je me permets de la reformuler. Madame la rapporteure a évoqué un certain nombre de faits documentés, graves, qui démontrent le caractère autoritaire et qui évolue dans le temps du régime russe et du régime de Vladimir Poutine. Et vous avez évoqué dans une réponse précédente que vous avez apportée à une de mes questions le fait que la dépendance, notamment énergétique, envers la Russie pouvait être mis en comparaison avec une dépendance avec les États-Unis. Or, on peut évidemment très critique de la politique américaine, mais vous n'estimez-vous pas quand même, pour reprendre le terme de naïveté de la rapporteure, que certes les États-Unis ont une politique étrangère sur laquelle il y a de grands débats possibles, mais les États-Unis restent une grande démocratie, sont une grande démocratie, et à l'inversement, le régime de Vladimir Poutine, vous-même vous avez dit que vous avez reçu M. Lavrov en 2006, si j'ai bien noté, qui vous a dit qu'il espérait devenir, enfin qu'il voulait aller vers un état de droit, reconnaissant donc que même en 2006, il reconnaissait ne pas en être un. Or, peut-on quand même estimer, même si vous réclamez de la réelle politique, qu'on peut mettre pas un signe d'égalité, mais qu'en tout cas une dépendance, puisque c'est quand même l'objet aussi de cette commission, qu'une dépendance de la démocratie de la République française envers une nation alliée démocratique comme les États-Unis n'est quand même pas la même chose que d'être dépendant d'un régime autoritaire, même si celui-ci a pu évoluer dans le temps et qu'il ne faut pas réécrire le présent, voir les événements passés qu'à l'aune du présent. Évidemment, on ne peut pas toujours tout deviner. Mais quand même, j'aimerais revenir sur la question que Madame la rapporteure a posée sur quand même la nature différente du régime russe par rapport à d'autres pays alliés, même s'il y a évidemment une concurrence
fortes avec les États-Unis, comme les États-Unis d'Amérique. C'est une évidence, Monsieur le Président, que je ne me croyais pas obligé de souligner, tant elle va de soi dans tous les esprits. Les États-Unis sont une grande démocratie, et si on fait un bilan, si je puis dire, il y a 3 démocraties qui ont joué un rôle très important. Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui ont ouvert la voie à une évolution démocratique que d'autres pays, heureusement, ont empruntée. On ne peut malheureusement pas en dire autant de la Russie ces dernières années. C'est profondément regrettable, mais il faut le constater, il faut être réaliste. Il faut voir que la Russie est un État autoritaire, l'a toujours été, et pour des raisons qui tiennent à sa vastitude, 11 fuseaux horaires, 17 millions de kilomètres carrés, son climat rigoureux, la diversité des nationalités qui le peuplent, plus de 100 nationalités. Donc, il faut admettre que la Russie n'est pas un pays comme les autres. Et que bien loin d'aller dans le sens où il déclarait vouloir aller il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, ou même une dizaine d'années, la Russie s'est engagée sur une voie funeste, avec l'agression gravissime commise contre l'Ukraine et contre les principes dont la Russie elle-même, enfin l'URSS à l'époque, était signataire et garante, les principes de la Charte des Nations Unies. Donc voilà, il faut constater les réalités, elles sont ce qu'elles sont. On peut les déplorer, mais... Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Esquenégox. Votre micro, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Ministre, votre micro, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces explications et ce tracé historique très intéressant. Vous avez occupé cette fonction de représentant spécial pour la Russie de 2012 à 2021. Enfin, vous avez dit qu'il y a eu une interruption à cause de Covid en 2020, soit à peu près 10 ans. Et est-ce que pendant cette période, vous avez pu observer ce qui pourrait ressembler à des ingérences entre des politiciens ou des représentants d'entreprises français et la Russie? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que dans cette dernière période... Dans toute la période, en fait, où vous étiez le représentant spécial, est-ce que vous avez pu constater des ingérences ou des compromissions, comme on pourrait dire, entre des politiciens français, voire des responsables d'entreprise et la Russie? Monsieur le Ministre, votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, pardonnez-moi. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? Je vous remercie. Je ne peux pas considérer comme délictueux le fait pour une entreprise française installée en Russie de commercer avec la Russie ou d'essayer de nouer des relations d'affaires. Elle est dans son rôle. Et mon rôle, c'est plutôt de lui encourager, de lui faciliter les choses, dès lors qu'elle reste dans le cadre de la légalité. Et si elle s'en affranchit, les Russes sont toujours là pour le lui rappeler. Et c'est souvent moi qui devais intervenir, par exemple pour l'entreprise Delpal, pour obtenir la libération de ses dirigeants qui avaient été injustement emprisonnés. Donc, je n'ai pas été témoin de faits délictueux. Sinon, je les aurais dénoncés. Comme la loi m'y oblige d'ailleurs. Quant aux hommes politiques, est-ce que les groupes d'amitié, par exemple, et leurs fréquents déplacements entraînent une ingérence? Je ne pense pas.
ce sont des relations interparlementaires normales. Hein, je me souviens même d'une coopération originale entre le Sénat français et le Conseil de la Fédération russe, où chacun exposait ses thèses, de façon à ne pas rentrer dans un débat, mais où chacun exposait ses thèses et écoutait les questions de l'autre. C'était un débat organisé entre M. Kosachev et M. Cambon, mais il y a de ça une dizaine d'années. Non seulement je n'y ai rien trouvé à redire, mais j'ai trouvé que c'était une forme originale de diplomatie parlementaire qui permettait de se dire beaucoup de choses. Merci, monsieur le ministre. Vous pouvez, votre micro, monsieur Esquenégox, a une autre question. Je vous remercie. Merci, non, c'était juste pour rebondir, mais selon vous, en fait, moi, j'ai écouté tous vos propos et je vous l'ai dit, je suis super intéressé par vos explications, mais à aucun moment vous ne laissez entendre ou laissez croire que la Russie, je ne parle pas d'influence, hein, je parle d'ingérence, n'aurait pas eu, comme l'a dit tout à l'heure la rapporteure, la volonté de peser ou de manipuler des personnes ou des informations vis-à-vis de la France. Le contraire m'étonnerait. Le contraire m'étonnerait. Il est clair que les agissements d'un groupe comme Wagner en Afrique sont des agissements qui ne sont pas seulement contraires aux intérêts de la France, parce qu'en réalité, ce sont des agissements qui résultent d'accords passés avec des gouvernements putschistes, généralement illégitimes à nos yeux, avec lesquels nous ne coopérions qu'avec réticence, et qui en général nous ont demandé de cesser les actions de coopération anti-djihadistes que nous menions à leur côté. Je pense au Mali, au Burkina Faso. Mais les accords que les gouvernements du Burkina et du Mali ont passés avec les autorités russes et avec certains groupes que j'hésite à qualifier, parce qu'un groupe comme Wagner ne me paraît même pas être une formation légale. C'est quelque chose qui évoque pour moi les grandes compagnies au temps de Charles VII, mais ce n'est pas une formation militaire reconnue. Donc il est clair que dans ces pays, nous sommes en présence d'une attitude profondément inamicale. Une autre question, monsieur Esquenégox. Non, pas une autre question, mais je me permets d'insister, mais parce que là, effectivement, vous consentez à parler de l'Afrique, mais moi, le sujet qui nous intéresse plutôt, même si l'Afrique peut-être est aussi un autre sujet, c'est les ingérences au niveau de l'État français. Et donc, c'est plus la posture inamicale de la Russie vis-à-vis de la France et de ses intérêts. Alors, on peut considérer que le contentieux entre la France et la Russie est maintenant suffisamment lourd pour que je n'ai pas à développer. Hein. Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez quand même développer votre réponse à la question du vice-président, s'il vous plaît? À la question que M. Esquenégox, à la relance que M. Esquenégox vient de vous faire, est-ce que vous pourriez développer néanmoins votre réponse? Alors, excusez-moi, mais j'ai un problème d'audition. Pardon, vous venez d'indiquer que vous ne souhaitiez pas développer votre réponse par rapport à l'état, si j'ai bien compris, des relations entre la France et la Russie, mais M. Esquenégox vous ayant demandé une réponse, je pense que vous devez, j'estime que vous devez néanmoins développer votre réponse, s'il vous plaît. Le premier point de désaccord, monsieur le député, est évidemment le comportement de l'État russe vis-à-vis de l'Ukraine. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Non seulement nous ne pourrons pas l'approuver, mais nous le désapprouvons, nous le condamnons, nous le combattons. Nous fournissons à l'Ukraine les moyens de se défendre.
c'est quand même le premier grief qui me vient à l'esprit quand j'évoque le contentieux entre la France et la Russie. C'est là-dessus que les choses se sont cristallisées. Merci, Monsieur le ministre. Madame Clapeau pour une... Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous êtes un grand homme d'État. Vous avez joué un rôle éminent dans la défense des intérêts de la France. Vous avez joué un rôle aussi très important en faveur de la paix. Et j'ai bien noté que vous avez défendu des cas de personnes injustement emprisonnées ou attaquées. Vous avez cité Oleg Sentsov, les dirigeants de Delpal, donc parmi lesquels Philippe Delpal. Donc tous les observateurs attentifs de la Russie dans ces dernières décennies ont bien vu des signes avant-coureurs d'un autoritarisme croissant du régime et d'un basculement vers une obsession qu'on voit maintenant à l'œuvre en Ukraine. Et ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment votre pensée vis-à-vis de la Russie a évolué, c'est-à-dire quels ont été pour vous les signes avant-coureurs et avant le 24 février 2022, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quels ont été les moments décisifs qui ont pu vous faire changer d'idée et se dire que tous ces pas faits en direction de la Russie, tous ces services rendus, etc., peut-être ne servaient pas autant les intérêts de la France que vous l'auriez imaginé? Surprendre, Madame la députée, je vous dirais que je n'ai pas sensiblement changé d'avis sur la Russie. Pour moi, c'était quand même le pays du goulag. Je n'ai jamais été bolchevique. Ce n'est pas du tout mon école de pensée. Je suis même radicalement sur une position inverse. Par conséquent, je n'ai pas été surpris de ce que j'ai pu apprendre ou voir. J'ai simplement espéré que les choses iraient dans le sens d'un mieux. Et j'ai constaté qu'elles s'arrangeaient quand même sur la longue durée. Si on prend la période qui suit le discours de Khrouchtchev, Brejnev, ensuite il faut attendre Gorbatchev, il faut attendre assez longtemps quand même, pour observer une amélioration de l'état de droit et même l'apparition d'une fragile démocratie. Cette démocratie était-elle réelle sous Yeltsin? Dans une certaine mesure, oui. Mais elle était quand même rejetée par une grande masse de la population, ce qui a amené Boris Yeltsin à se retirer. Et s'agissant de Vladimir Poutine, je persiste à penser que jusque dans les années 2013-2014, on pouvait avoir le sentiment que les choses pourraient s'arranger. Il y a eu ce tournant que j'ai évoqué du discours de la Wehrkunde en 2007. Mais les choses se sont vraiment dégradées quand, par exemple, une institution comme Mémorial a été suspendue. Mais je me suis passionné pour l'histoire russe. Elle est passionnante d'ailleurs. Mais elle comporte de très nombreuses versions. Entre la version tsariste, la version blanche, la version rouge, de différentes nuances d'ailleurs. Et ce que pensent aujourd'hui les Russes. Les Russes, c'est un peuple très intelligent, très original. Et il faut aussi comprendre ce qui fait la spécificité de la Russie. Pour mieux favoriser les facteurs de démocratisation qui existent et existeront, j'en suis sûr, à l'avenir. Je ne suis pas du tout désespéré pour l'avenir de la Russie. La Russie existera encore
dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et qu'est-ce qu'on mettrait entre la Chine et l'Europe, hein? Donc la Russie, elle existera. Le problème, c'est d'avoir une politique qui lui permette de prendre sa place dans l'équilibre européen et mondial, et de prendre une place qui serve les intérêts et le développement de la démocratie. Ce n'est pas joué, hein. Merci, monsieur le ministre. Madame Clapos, vous avez une autre question? Madame Laporte, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Et puis, merci de nous permettre ces échanges. Moi, j'aimerais revenir sur la vente du Mistral, qui ont été annulées parce que la France, par la voix de François Hollande, avait finalement annulé la vente des 2 navires de guerre Mistral à la Russie, alors que la Russie avait passé commande en 2010. La non-livraison de ces navires Mistral a coûté très cher à la France. Notamment, il a fallu rembourser à la Russie les sommes avancées, les frais engagés pour l'aménagement du port de Vladivostok, l'adaptation de 32 hélicoptères et la formation de 400 marins russes. Au final, la France a remboursé plus de 950 millions d'euros, dont 56 millions qui correspondaient aux frais de formation. Puis, en finalité, l'Égypte s'est finalement portée acquéreur, puis en plus a par la suite acheté une partie des aménagements directement à la Russie. J'aimerais avoir votre sentiment, quel regard vous portez sur ce changement de position et la finalité de cette opération, car sauf erreur, vous souteniez plutôt ces ventes au départ. Je vous remercie. Disons que la France a réussi à s'en sortir positivement, comme vous l'avez rappelé, grâce à l'Égypte, qui a repris ces 2 bâtiments Mistral qui peuvent servir de porte-hélicoptères, mais aussi de navire hôpital, de transport de troupes, qui peuvent servir pour l'évacuation de populations civiles. D'ailleurs, c'était comme cela que nous l'envisagions. Et au départ, ces Mistral devaient être envoyés à Vladivostok. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans cette région du monde, l'Extrême-Orient russe? Difficile de le savoir. Mais normalement, ces Mistral ont été rattachés à la flotte d'Extrême-Orient. Je ne suis pas intervenu sur ce dossier, donc je ne peux pas vous en dire plus. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Thomas Ménager, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à mon tour, je vous remercie bien entendu de votre présence aujourd'hui, des éléments que vous avez portés à la connaissance de notre commission d'enquête. Lors des élections présidentielles, vous avez créé un nouveau mouvement politique et vous avez affiché votre soutien au président de la République, Emmanuel Macron. Dans la foulée aux élections législatives, il y a un certain nombre de vos proches qui, dans le cadre d'un accord législatif, ont été présentés sous une étiquette commune, soutenue par la majorité présidentielle et par Emmanuel Macron. Je voulais savoir si vous aviez été actif dans la négociation de cet accord, avec qui vous aviez négocié, si c'est le cas, cet accord, et surtout si la question en fait de la Russie, de la position des personnes qui allaient être présentées et votre position sur la Russie, sur l'Ukraine, avait été évoquée. Alors, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, ça n'a rien à voir. Hein. Je dirais, les considérations relatives à l'Ukraine et à la Russie ne sont évidemment pas intervenues. Il s'agit d'ailleurs d'un accord qui portait, si mes souvenirs sont bons, sur 4 ou 5 circonscriptions. Hein. Et les candidats ou candidates n'ont pas modifié substantiellement leur discours à cette occasion. Ils n'ont d'ailleurs pas été élus, à l'exception d'une députée, Madame Follest, dans, je ne sais plus quel département, le Val d'Oise peut-être. Hein. Monsieur Ménager, vous avez une autre question? Monsieur le ministre, votre micro, merci. Je vous remercie. Donc ça n'a pas été évoqué, bien entendu, c'était totalement décorrélé. La deuxième question qui est encore liée aux élections, souvent on voit ressurgir en période électorale
utilisée par des opposants politiques, la question de la proximité éventuelle et des positions plus ou moins favorables qu'on peut avoir et que certains peuvent avoir envers certains régimes, notamment la Russie. Quelle analyse vous portez sur l'utilisation en fait, qui est faite des proximités et des positions des hommes politiques en période électorale pour leur nuire vis-à-vis des régimes étrangers? Définir par rapport à l'intérêt national. C'est l'intérêt de la France qui compte. Ce n'est pas l'intérêt de tel ou tel pays étranger. Si bien disposé que nous puissions être à son égard, nous pouvons avoir des relations amicales, celle d'un allié fiable avec les États-Unis, ça ne fait pas pour autant de nous un satellite. Il faut distinguer le fait d'être allié et le fait de ne pas être vassal, de ne pas être aligné, comme dit mon ami Hubert Védrine. Eh bien, je pense que c'est par rapport aux intérêts du pays qu'il faut apprendre à se décider dans tous les domaines, sur tous les dossiers. Et ça ne concerne pas seulement la politique étrangère, ça peut concerner l'éducation, ça peut concerner l'organisation territoriale du pays. Enfin, j'ai été actif sur de très nombreux dossiers, dans de très nombreuses responsabilités ministérielles. Je me suis toujours déterminé par rapport aux intérêts du pays. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Ménager, vous avez une autre question? Non, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, si je comprends bien, vous considérez qu'en fait, on peut avoir des liens d'amitié, bien entendu, avec des pays, avoir des positions favorables pour des échanges, pour des partenariats, mais que l'utilisation que certains peuvent en tirer de ces liens d'amitié en période électorale, pour vous, n'ont pas lieu d'être, puisqu'on peut, bien entendu, avoir des liens d'amitié sans être un vassal et sans être soumis à une éventuelle ingérence ou influence étrangère. C'est bien ce que je comprends. Que je viens d'exprimer, Monsieur le député. On peut avoir des relations amicales, mais ces relations amicales ne doivent pas aller jusqu'à l'inféodation. Je vous remercie. Est-ce que, Monsieur le Commissaire, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Écoutez, Madame la rapporteure, vous n'avez pas d'autres questions. Écoutez, Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre venue, pour les réponses que vous avez apportées à notre commission, pour le temps que vous nous avez accordé. Nous nous retrouvons pour notre deuxième audition l'après-midi où nous auditionnerons M. Fillon, ancien Premier ministre. Monsieur le ministre, je vous remercie encore une fois et la séance est suspendue. La séance